Imagine un mec qui monte sur scène et devant lui, il a les meilleurs développeurs JavaScript du monde. Et il leur montre ce qu'il a codé. Et la salle entière le déteste. Sur Twitter, c'est un massacre. Les gens se disent que c'est la pire idée qu'ils n'aient jamais vue, que c'est un recul de 10 ans pour le développement web. Ce mec-là, c'est Jordan Walke. Et ce truc que tout le monde détestait, c'est React. La librairie qui fait tourner aujourd'hui Instagram, Netflix, Airbnb, WhatsApp Web est littéralement la moitié du web aujourd'hui. Mais voilà ce que personne ne te raconte. React n'aurait jamais dû exister. C'était pas un projet officiel de la part de Facebook, c'était pas validé par la direction, c'était un mec tout seul qui codait un truc dans son coin parce qu'il était frustré par son propre boulot. Et quand il l'a montré en interne, même ses propres collègues lui ont dit que c'était une mauvaise idée. Et pourtant, aujourd'hui, React, c'est la techno front-end la plus utilisée au monde. Et cette histoire, comment un développeur a réussi à imposer une idée que tout le monde rejetait à une entreprise de 10 000 personnes, puis au monde entier, c'est probablement l'histoire la plus folle du développement web moderne. Et on va la décortiquer ensemble, du début à la fin. Pour comprendre cette histoire, il faut que tu te replaces dans le contexte. Et surtout, il faut que tu comprennes la douleur. On est en 2010 et Facebook, c'est déjà un monstre. Il y a 500 millions d'utilisateurs, l'entreprise est en pleine explosion. Chaque mois, il y a des millions de personnes qui rejoignent la plateforme et côté business, côté image, côté nombre d'utilisateurs, tout va bien. Mais derrière le rideau, côté code, c'est le chaos. Et je dis pas ça pour faire le mec dramatique, c'est les propres ingénieurs de Facebook qui le disaient. Si tu as déjà travaillé sur un projet qui devient trop gros, trop vite, tu connais cette sensation. T'arrives le matin, tu ouvres ton PC et t'as peur de toucher à quoi que ce soit parce que le moindre changement peut tout casser. Et ben, c'est exactement ce que vivaient les développeurs de Facebook à l'époque, tous les jours. Le truc, c'est que Facebook, c'est pas juste un profil avec un fil d'actualité, des photos de vacances, etc. C'est un des sites les plus complexes jamais construits, en tout cas à l'époque. T'as les newsfeeds, les messages, les groupes, les pages, les événements, les photos, les vidéos, les notifications, et surtout, le Facebook Ads, l'outil publicitaire. Et ça, c'est le nerf de la guerre, c'est comme ça que Facebook fait le plus d'argent. Mais il faut dire aussi que Facebook Ads, c'est une des interfaces les plus complexes qu'ils aient jamais construites. Tu as des dizaines de champs, des formulaires imbriqués, des menus déroulants qui dépendent les uns des autres, des données qui changent en temps réel. Tu as un annonceur qui modifie son budget, il faut que le graphique se répercute tout de suite, il change sa cible démographique, il faut recalculer la portion estimée, il ajoute une image, il faut générer directement les miniatures. Et à chaque fois, il faut que tous ces éléments se mettent à jour avec tout le reste. Et ben ça marche pas. En tout cas, pas bien. Pour que tu comprennes le vrai problème, imagine un truc simple. Tu as un compteur qui affiche le nombre de commentaires non lus et ce compteur est lié à une base de données. En même temps, tu as une notification qui doit se mettre à jour et un badge sur l'icône de la cloche. Et aussi un chiffre dans le titre de l'onglet du navigateur. Et si un seul de ces éléments se désynchronise, le badge dit 3, le compteur dit 5, la notification dit 1 et le titre de l'onglet ne dit rien du tout. Et ben l'utilisateur ne comprend absolument rien. Et à l'époque, si tu as vu mon ancienne vidéo sur le JavaScript, tu sais qu'on gérait ça avec jQuery. Du code donc impératif et tu disais manuellement au navigateur va chercher l'élément qui a l'ID compteur notif, change son contenu texte. Ensuite, tu vas chercher l'élément qui a la classe badge, affiche-le, ensuite cache le div qui contient le message, pas de nouvelles notifications. Étape par étape, instruction par instruction, comme si tu donnais en fait des ordres au robot. Alors ça marchait pour un blog, pour un site vitrine, même pour un petit site e-commerce. Mais pour Facebook, avec des centaines de composants interconnectés, des données qui changent en permanence, des millions d'utilisateurs en simultané, c'était un cauchemar. Pete Hunt, qui allait devenir un des membres fondateurs de l'équipe de React, a décrit ce problème plus tard. Il disait que le plus gros défi de Facebook Ads à cette époque, c'était de garder l'interface synchronisée avec la logique métier. Que chaque nouvelle fonctionnalité ajoutait une couche de complexité
et que les bugs liés à la désynchronisation de l'interface étaient devenus le quotidien de chaque développeur de l'équipe. D'ailleurs, c'est encore toujours un peu le cas aujourd'hui, désolé de vous le dire, mais il y a encore et toujours beaucoup de bugs sur cette interface. En tout cas, à cette époque, les ingénieurs passaient beaucoup plus de temps à débugger l'interface qu'à construire de nouvelles fonctionnalités. Et ça, pour une entreprise qui devait innover à la vitesse de la lumière pour rester devant la concurrence, c'était un vrai problème. Et c'est là qu'arrive Jordan Walke. Jordan, c'est un ingénieur dans l'équipe de Facebook Ads. Il bosse sur cette interface cauchemardesque tous les jours. Et lui, il en a absolument marre. Il en a marre de se battre contre ces bugs tous les jours. Il en a marre de passer des heures à synchroniser manuellement des éléments d'interface avec des données qui changent en permanence. Il en a marre de ce système où le moindre changement peut tout casser. Mais Jordan, il a un truc en plus que la plupart de ses collègues. Il est passionné par la programmation fonctionnelle. Il adore les langages comme OCaml, des langages académiques que personne n'utilise dans le développement web à l'époque. Et en programmation fonctionnelle, il y a un principe fondamental qui change tout. En fait, tu décris le résultat que tu veux, tu décris les étapes pour y arriver, et en fait, c'est le langage qui se débrouille. C'est ça la différence entre impératif et déclaratif. En impératif, tu dis « prends le pinceau bleu, trace un trait de 10 cm en partant du coin en haut à gauche, descends de 5 cm, change de couleur, etc. » En déclaratif, tu dis « je veux un ciel bleu avec des nuages blancs » et le système se débrouille pour le faire. Et un jour, Jordan fait une connexion. À Facebook, en interne, ils utilisent déjà un truc qu'ils appellent XHP. C'est une librairie en PHP, donc côté serveur, qui permet de construire des composants HTML de manière propre et modulaire. Ça marche bien, les développeurs PHP de Facebook adorent ça. Et Jordan, il se dit, mais attends, si ça marche aussi bien côté serveur, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose côté client en JavaScript? Il commence donc là à coder seul, en dehors de ses heures de travail, pas dans un cadre professionnel, pas avec une équipe, pas avec un budget, juste lui, son clavier et une idée. Il crée donc le premier prototype qui s'appelle Fax.js. T'en as probablement jamais entendu parler, c'est normal. Mais Fax.js, c'était littéralement l'ancêtre de React. C'est le premier prototype et il est aujourd'hui toujours sur GitHub. Tu peux aller voir le repo de Jordan Walke. Il a seulement 400 et quelques étoiles. C'est un petit projet JavaScript qui a donné naissance à la librairie la plus utilisée du web aujourd'hui. En fait, l'idée derrière Fax.js, c'est ça. Au lieu de dire au navigateur « change ce titre, cache ce bouton, ajoute cette classe CSS, modifie ce texte », tu lui dis simplement « voilà à quoi devrait ressembler l'interface maintenant ». Et en fait, tout le code se débrouille pour faire la différence entre l'ancien état et le nouveau en mettant à jour uniquement ce qui a changé. C'est donc ce concept qui deviendra le Virtual DOM en React. L'idée, c'est de garder en mémoire une copie légère de toute l'interface et quand les données changent, au lieu de modifier directement la page, on crée une nouvelle copie virtuelle de cette page et en fait on va comparer les deux copies et on applique seulement les différences au vrai DOM du navigateur, rien de plus. En termes beaucoup plus techniques, c'est le principe de l'UI comme fonction de l'état. Tu prends l'état de ton application, toutes les données, toutes les informations, les paramètres, tu les passes dans une fonction et cette fonction te renvoie l'interface correspondante. Et si l'état change, tu rappelles cette fonction. Tu obtiens une nouvelle interface, donc tu compares et tu mets à jour. UI égale fonction de state. Jordan intègre donc son prototype dans un vrai morceau de Facebook, le module de recherche. Et ça marche, l'interface est beaucoup plus rapide et les bugs liés à la désynchronisation disparaissent. Il tient un truc. Ok, donc Jordan a son prototype, ça marche, c'est rapide, c'est élégant, il est content. Sauf que quand il le montre aux autres ingénieurs de Facebook, la réaction c'est pas « waouh, c'est génial », c'est plutôt « t'es en train de mettre du HTML dans du JavaScript là ?» Et il faut comprendre pourquoi ça choque autant. À l'époque, dans le monde du développement web, il y avait une règle d'or, un dogme, un commandement gravé dans la roche. Il fallait séparer les technologies. HTML dans un fichier, CSS dans un autre.
le JavaScript dans un troisième, chacun a son rôle. Chacun son fichier, point. Et c'est comme ça qu'on faisait les choses bien. C'est ce qu'on enseignait en tout cas dans pratiquement toutes les formations. C'est ce qu'on écrivait dans les livres. Et c'est ce qu'on exigeait en entretien d'embauche. Et ce que Jordan proposait, lui, c'était d'écrire du HTML directement dans le JavaScript. Ce qui allait devenir le JSX. Les gens le regardaient comme s'il était fou. Et plusieurs collègues lui ont dit explicitement qu'il allait dans la mauvaise direction, que c'était un énorme pas en arrière, que ça violait toutes les bonnes pratiques de l'industrie qui avaient mis des longues années à être établies. Et le problème de Jordan, c'est qu'il ne pouvait pas forcer les gens. Chez Facebook, à l'époque, tu n'avais pas un CTO qui décrétait tout le monde utilise maintenant cette techno à partir de lundi. Les équipes choisissaient elles-mêmes leurs outils. Et si les équipes ne voulaient pas de React, elles ne prenaient pas React, point. Alors Jordan a adopté une stratégie différente. Au lieu d'essayer de convaincre tout le monde d'un coup, au lieu de se battre contre les croyances, il a fait le contraire. Il a intégré React discrètement dans des morceaux réels de Facebook, le module de recherche d'abord, puis d'autres parties. Et à chaque fois, les résultats parlaient d'eux-mêmes. Moins de bugs, code plus simple, développement plus rapide. Et il n'a pas essayé de prouver qu'il avait raison. Il a juste montré que ça marchait. Mais dans tout ça, il avait besoin d'un allié. Et cet allié, c'est Tom Occhino. Tom, c'est un directeur des ingénieurs de Facebook. C'est quelqu'un qui a du poids dans l'organisation. Et lui, quand il voit ce que Jordan a construit, il comprend directement le potentiel. Il ne voit pas juste un prototype, il voit vraiment une solution à un problème qui coûte des millions de dollars à Facebook en temps de développement perdu. Tom a joué un rôle crucial. C'est lui qui a donné à Jordan l'espace pour continuer et c'est lui qui a défendu le projet quand les sceptiques voulaient l'enterrer. Et là se passe un truc que personne n'avait prévu, un truc qui va tout changer. En avril 2012, Facebook rachète Instagram 1 milliard de dollars. C'est un séisme dans la Silicon Valley et tout le monde parle du prix. Tout le monde débat pour savoir si ça vaut le coup. Mais ce que personne ne voit venir, c'est l'impact que cette acquisition va avoir sur un petit projet interne que presque personne ne connaît, React. Instagram, ils arrivent chez Facebook avec leur propre équipe technique et ils ont besoin d'un framework front-end pour construire la version web d'Instagram. Alors Pete Hunt, cet ingénieur qui travaille sur Instagram, regarde ce qui existe en interne chez Facebook. Il y a plusieurs projets expérimentaux, Bolt.js, JS.html et React. Pete regarde les trois. Il parle aux gens qui ont construit chacun des frameworks, des librairies, et il choisit React. Plus tard, il racontera que dès qu'il a compris le principe d'écrire l'interface comme une fonction d'état, laisser le framework gérer les mises à jour, il a su que c'était la bonne approche. Mais à ce moment-là, il y a un problème avec React. Le code est complètement imbriqué dans Facebook et ce n'est pas une librairie indépendante. C'est un outil interne collé à l'infrastructure de Facebook, impossible à utiliser ailleurs, en tout cas en l'état. Alors, Pete Hunt se retrousse les manches et commence à découpler, à le nettoyer, à enlever toutes les dépendances spécifiques à Facebook, bref, à le rendre utilisable par une équipe externe. Et, sans le savoir, Pete Hunt est en train en fait de faire exactement le travail nécessaire pour rendre React open source. Il prépare le terrain. En parallèle, il se passe un autre truc majeur, parce qu'on est en septembre 2012 et Mark Zuckerberg monte sur scène au TechCrunch Disrupt à San Francisco. Devant des milliers de personnes, devant les caméras, devant les journalistes, il fait un aveu énorme. Il dit « La plus grande erreur que nous ayons faite en tant qu'entreprise, c'est d'avoir trop misé sur HTML5 au lieu du natif. » Le patron de Facebook, la boîte la plus en vue de la tech mondiale, qui admet publiquement que leur stratégie mobile était trop lente, trop buggée, pas assez performante, que les utilisateurs désertaient l'app Facebook parce que leur expérience était mauvaise, et les chiffres le prouvaient. Après avoir sorti une vraie app native iOS, les utilisateurs consultaient 2 fois plus de stories dans le fil d'actualité. 2 fois plus juste en passant de l'approche web à l'approche native. Et du coup, en interne, c'est le branle-bas de combat. Toutes les équipes doivent basculer. Et en même temps,
Toutes les équipes cherchent de meilleures façons de construire des interfaces web. Et devinez qui a déjà une solution qui marche. Devinez qui a un framework qui permet de construire des interfaces complexes et performantes de façon maintenable. Jordan Walke avec React. On arrive maintenant au moment le plus dramatique de cette histoire. Le jour où React s'est présenté au monde. Et le jour où le monde a dit « non ». On est le 29 mai 2013 lors de la JSConf US. C'est LA conférence JavaScript, le rendez-vous annuel des meilleurs développeurs front-end de la planète. Les gens qui sont dans cette salle, c'est l'élite. Les early adopters, les faiseurs de tendance. Si tu lances un truc à la JSConf et que la salle valide, t'as gagné. Tom Occhino et Jordan Walke montent sur scène. Ils présentent React. And so what we do is we set state, which is like a state transition. If our components are a state machine, then set state is how you perform state transitions on the state machine. Ils l'annoncent en open source et c'est le gros moment, des mois de travail, de négociations internes et de préparation. Hélas, la salle n'est pas convaincue. Genre, pas du tout. Et c'est même pas juste de l'indifférence, c'est même de l'hostilité. Alors pourquoi les gens réagissent aussi mal? 3 raisons. Premièrement, JSX. L'idée de mélanger du HTML dans du JavaScript pour des développeurs qui avaient passé des années, parfois toute leur carrière, à apprendre à séparer strictement les deux, c'était comme si quelqu'un leur disait « Et en fait, tout ce que vous savez, tout ce que vous avez appris, toutes ces bonnes pratiques que vous appliquez régulièrement, c'est faux. » Personne ne veut entendre ça. Deuxièmement, le re-render. Sur React, à chaque changement de données, on rerend toute l'interface. On rerend virtuellement, donc en mémoire, et on applique ensuite les différences minimales au vrai DOM. C'est en fait beaucoup plus rapide que la manipulation manuelle. Mais ça, les gens ne le voient pas encore. Troisièmement, le Virtual DOM lui-même. L'idée de réimplémenter le DOM à l'intérieur du navigateur, les développeurs trouvent ça arrogant. C'est comme si Facebook disait « le navigateur fait mal son boulot, on va le refaire nous-mêmes ». Les gens trouvent ça un peu prétentieux, excessif et inutilement compliqué. Bref, après la conférence, c'est un flop. C'est le silence radio. Presque personne ne s'intéresse à React. L'équipe a un canal IRC, un ancêtre de Discord, et personne ne vient, ou presque. Quelques personnes y passent, et parmi elles, 2 développeurs, Sophie Alpert et Ben Alpert, qui disent « On a bien aimé votre vidéo ». Mais il y a un détail intéressant, parce que si on regarde la théorie de la diffusion de l'innovation, un modèle développé par le sociologue Everett Rogers en 1962, les nouvelles technologies sont adoptées par des groupes successifs. D'abord, les innovateurs, les gens qui adorent expérimenter des trucs radicalement nouveaux. Puis les early adopters, les gens qui adoptent tôt, mais qui veulent voir que ça marche. Puis il y a la majorité, puis les retardataires. Le problème de React à JSConf, c'est le décalage avec le public. La JSConf était remplie d'early adopters, des gens qui aiment les nouvelles technos, oui, mais qui veulent des améliorations incrémentales, et pas une révolution. React ne proposait pas une meilleure façon de faire la même chose, React proposait de tout repenser. Et ça, c'est un message qui colle avec les innovators, les gens les plus audacieux et pas les early adopters. L'équipe React avait ciblé la mauvaise audience à cette conférence, et ils l'ont compris trop tard. Mais pas trop tard pour la suite. Quelques mois plus tard, Pete Hunt monte sur scène à JSConf, mais cette fois Europe. Et il fait quelque chose de brillant. Quelque chose qui va changer la trajectoire de React pour toujours. Son talk s'appelle React Rethinking Best Practices. Repenser les bonnes pratiques. Et le titre est volontairement provocateur. Il ne dit pas seulement nouvelles pratiques, il dit repenser. C'est subtil, mais ça change tout. Il ne dit pas on fait mieux que vous. Et si on avait tous tort depuis le début, vous comme nous. Au lieu de défendre React, Pete attaque les croyances, les certitudes et les dogmes. Et son argument principal, c'est ça. Quand on sépare HTML, CSS et JS dans des fichiers différents,
On sépare pas les préoccupations, on sépare les technologies. Et c'est pas la même chose. Il l'illustre de manière très limpide. Prends par exemple un bouton « Ajouter au panier » sur un site e-commerce. Ce bouton, c'est quoi? C'est du HTML pour la structure, du CSS pour l'apparence et du JavaScript pour le comportement. C'est 3 technologies, on est d'accord, mais une seule préoccupation, le bouton. Tout ce qui concerne ce bouton. Comment il s'affiche, comment il réagit au clic, comment il change d'apparence quand le panier est vide, quand il est plein. Tout ça, c'est une seule préoccupation, c'est un seul concept et donc un seul composant. Et ce qui a du sens, c'est de mettre tout ça au même endroit. Pas de disperser la logique de ces boutons dans 3 fichiers différents juste parce que l'un est HTML, l'autre du CSS et l'autre du JavaScript. En somme, il dit que séparer par technologie, c'est comme ranger ta cuisine en mettant tous les liquides ensemble, l'huile d'olive, le produit vaisselle, le jus d'orange, la javel, juste parce que c'est des liquides. Ce qui a du sens, c'est de ranger par usage. La cuisine d'un côté, le ménage de l'autre. C'est ça, séparé par préoccupation. Et dans la salle, tu vois des têtes qui commencent à hocher. Pas toutes, mais certaines. Des développeurs qui se disent « Attends, mais il a raison, on a toujours fait comme ça, mais pourquoi au juste ?» Et ça, c'est le début du retournement. Alors ce talk qui va circuler sur YouTube, il y aura des milliers de développeurs qui vont le regarder et pour beaucoup, c'est le déclic. Le moment où ils passent de React, c'est n'importe quoi, à OK, il faut que j'essaye. En parallèle, Sophie Alpert devient la première utilisatrice de React en production hors de Facebook. Christopher Shadow, un ingénieur français connu sous le pseudo de Vijeux, fait un travail d'évangélisation interne massif. Il convainc, équipe après équipe, d'essayer React. Il documente les résultats, il prouve que les gains sont réels. L'adoption commence, mais lentement. Et puis, Netflix arrive. Netflix, un des sites les plus visités au monde avec des centaines de millions d'utilisateurs, annonce publiquement qu'ils utilisent React pour leur interface. Et dans l'industrie tech, quand Netflix adopte un truc, c'est comme un sceau d'approbation. C'est le signal. Les directeurs techniques du monde entier se disent « Ok, si Netflix fait confiance à cette techno pour servir des millions d'utilisateurs, c'est que ça doit être solide, on peut y aller. » À partir de là donc, c'est l'effet boule de neige. Airbnb l'adopte, Yahoo l'adopte, des startups dans le monde entier commencent à construire avec React. Des entreprises établies migrent vers React. Le nombre de questions React sur Stack Overflow explose. Les offres d'emploi mentionnant React se multiplient. Et un écosystème complet vient se créer autour de React. Webpack, un outil pour rempacter le code de JavaScript, devient un compagnon indispensable. Babel, un transpiler qui permet d'écrire du JavaScript moderne, permet d'utiliser du JSX sans friction. Et puis, il y a Flux. Flux, c'est une architecture que Facebook crée pour gérer le flux de données dans une application React. L'idée, c'est d'avoir un flux de données unidirectionnel. Donc en fait, les données descendent des parents, des composants parents vers les enfants, mais jamais l'inverse. C'est propre, c'est prévisible, c'est lisible et c'est facile à débugger. Sauf que Flux, c'est beaucoup plus un concept qu'une librairie concrète. Facebook a bien sûr publié une implémentation de référence, mais elle est rudimentaire. Et du coup, tout le monde crée sa propre version. Tu avais des dizaines de librairies Flux différentes, Reflux, Flumox, Alt, Fluxor, Marty.js, etc. Bref, la communauté appelle ça les Flux Wars. C'était vraiment le chaos. Mais c'était un chaos productif, parce que cette profusion montrait quelque chose d'important. Les développeurs étaient passionnés par React et ils investissaient du temps sur l'écosystème, de l'énergie et de la créativité. La communauté était donc vivante. Et une communauté vivante, c'est le signe qu'une techno va durer. Il manquait juste quelqu'un pour mettre l'ordre dans tout ça. Ce quelqu'un, c'est un personnage que tu as forcément croisé si tu fais du développement web, Dan Abramov. Dan, c'est un développeur russe, il a commencé à coder à 12 ans en bricolant des trucs sur Microsoft PowerPoint. En 2014, il bosse dans une startup qui s'appelle Stempsy.
C'est une petite boîte, pas beaucoup de moyens. Ils essayent de construire une application web. Au début, ils utilisent Backbone.js, mais Backbone, pour les parties vraiment interactives, c'est la galère. Le code devient vite très compliqué et difficile à maintenir. Un collègue lui demande s'il a déjà essayé React. C'est là qu'il essaye sur un tout petit composant de like et il l'adopte. C'est une révélation pour lui, le code est plus simple, plus clair, plus facile à raisonner et en quelques mois, toute l'interface de STEMC est migrée vers React. Mais Dan, c'est pas juste un utilisateur. C'est un contributeur, un bâtisseur. Il commence à écrire des articles, il donne des talks, il contacte même le mainteneur principal de React pour demander s'il peut aider. Il ne veut pas juste utiliser la technologie, il veut la rendre meilleure. Et en 2015, STEMC est en difficulté. L'entreprise manque de financement, mais Dan, lui, veut donner sa première conférence à React Europe à Paris. Il quitte alors STEMC. Il trouve une boîte qui accepte de sponsoriser son travail open source et il se met à préparer son talk. Et c'est en préparant ce talk que Dan va créer Redux. L'idée de Redux, c'est de prendre le concept de flux, le flux de données unidirectionnel, et de le simplifier radicalement. Au lieu d'avoir un store complexe, Dan utilise une fonction simple de réduction, ce qu'on appelle un réduceur. En gros, tu prends l'état actuel et tu lui appliques une action et tu obtiens un nouvel état. Ça, c'est une chose, mais le truc qui va vraiment faire décoller Redux, c'est le hot reloading et le time travel debugging. Pour commencer, le hot reloading, donc c'est la possibilité de modifier ton code et de voir les changements instantanément dans le navigateur. Tout ça sans perdre l'état de ton application. Prenons un exemple, tu es en train de tester un formulaire super complexe en multistep et tu as déjà rempli la moitié, mais tu veux changer le code du bouton envoyer de cette étape-là, eh ben, tu n'as pas besoin de tout recommencer. Les champs ont gardé leur état précédent tout en mettant à jour seulement le code du bouton. Le Time Traveling Debugging, c'est encore un peu plus magique. Tu as un bug et tu peux remonter en fait dans le temps. Tu vois chaque action qui a été faite et chaque changement d'état. Étape par étape, tu peux avancer, reculer, rejouer. C'est comme un bouton annulé pour chaque action, mais en version développeur. Et ce que fait Dan, c'est qu'il présente ça à React Europe, à Paris. Dans la salle, un mec se lève, et pas n'importe qui. C'est Andrew Clark. Andrew, c'est le créateur de Flumox, à l'époque la librairie Flux la plus utilisée. Andrew regarde ce que Dan vient de montrer, et il dit en substance « Ton truc, c'est mieux que le mien, je veux bosser dessus avec toi ». Ils deviennent donc co-auteurs de Redux et ensemble, ils mettent fin aux Flux Wars. Redux devient donc la solution et en quelques mois, elle est adoptée massivement. L'histoire de Dan ne s'arrête pas là. À la conférence, une ingénieure de Facebook qui s'appelle Jing Chen, tu l'as peut-être vu dans le documentaire sur React que je te conseille, le remarque. Elle lui propose un entretien pour rejoindre Facebook. L'entretien se fait dans le hall d'un hôtel pendant la conférence. In the basement of a hotel, I think. Is that normal at Facebook? No, Dan is still special. He's always been special. 4 personnes de Facebook viennent l'interviewer et Dan reçoit directement une offre. Mais il lui faut un visa pour le Royaume-Uni. Facebook veut l'embaucher au bureau de Londres. Facebook is hiring in London, and so they arranged an interview for me right at the conference, which was like our normal interview process, the same, I think, like 4 interviews or something like this. But I missed the second day of the conference, but we just did an interview there. And so that's kind of how I got into Facebook. Donc ça va prendre quelques mois. Alors en attendant, Dan lance un Patreon et enregistre des cours en ligne gratuits. Getting Started with Redux, qui sera vu par des centaines de milliers de développeurs dans le monde, dont moi. Dan et sa femme arrivent à Londres fin novembre 2015. Il était censé rejoindre l'équipe de React Native, mais en discutant avec son manager, il négocie un changement. Il veut être dans l'équipe de React Core, l'équipe qui construit React lui-même. Donc le mec qui avait commencé en regardant des tutos React dans une startup qui coulait, est maintenant dans l'équipe qui construit React. Et est-ce que tu te souviens de ce que Zuckerberg avait dit en 2012 ?
que notre plus grande erreur a été de miser sur HTML5. 3 ans plus tard, en 2015, Facebook sort la réponse. Elle s'appelle React Native. L'idée est folle et en même temps complètement logique. Tu prends les mêmes concepts que React, les composants, le rendu déclaratif, l'état comme source de vérité, et tu les appliques au monde du développement mobile. Mais attention, React Native ne crée pas une web app déguisée en app mobile, non, il génère de vrais composants natifs, de vrais boutons iOS, de vrais éléments sur Android avec les performances natives. Le slogan, il est malin. Learn once, write anywhere. Apprends une fois, écris partout. Et c'est pas write once, run everywhere, c'est la nuance qui est importante ici parce qu'ils disent pas que le même code marchera partout, ils disent que les mêmes concepts marchent partout. Tu apprends React une fois, les composants, l'état, le cycle de vie, et tu peux construire pour le web, pour iOS et pour Android. Et bientôt pour ordinateur. L'adoption est massive avec Facebook qui l'utilise en interne, Instagram qui l'adopte, Uber Eats, Discord, Tesla, Bloomberg, Shopify. React n'est plus juste une librairie web. C'est un écosystème, c'est un langage commun, c'est une façon de penser le développement d'interfaces, peu importe la plateforme. C'est donc React qui a donné naissance à React Native. Le web a engendré le mobile. Mais il ne faut pas croire que React a eu un parcours tranquille après tout ça, parce qu'en 2017, il y a eu un moment où React a failli tout perdre. Et cette fois, ce n'était pas à cause d'un concurrent technique, ce n'était pas parce qu'un nouveau framework était meilleur, c'était à cause d'un truc beaucoup plus fondamental. Depuis son lancement en open source, React était publié sous une licence un peu spéciale. BSD plus Patents. En gros, tu pouvais utiliser React gratuitement, tu pouvais le modifier, tu pouvais l'intégrer dans tes produits commerciaux, sauf si tu poursuivais Facebook en justice. Si tu le faisais, tu perdais automatiquement les droits d'utiliser React. C'est comme si ton propriétaire te disait « tu peux habiter ici gratuitement, mais si un jour tu me fais un procès, je te mets dehors immédiatement ». Et pendant un moment, les gens ont ignoré ce détail. React était trop bon, trop pratique, trop adopté, mais qui allait de toute façon se battre contre Facebook? En 2017, les juristes des grandes entreprises commencent à regarder ça de plus près. Et ça a fait tilt. La fondation Apache interdit purement et simplement React dans tous ses projets. WordPress, qui fait tourner le tiers du web mondial, annonce qu'il va migrer vers un autre framework. Des entreprises entières commencent à évaluer des alternatives. C'est là que Facebook finit par céder. En septembre 2017, React passe sous la licence MIT, la licence open source standard, sans clause cachée, sans conditions un peu spéciales. Mais cette crise, elle a quand même duré quelques semaines. Et elle a montré quelque chose d'essentiel. Un projet open source, aussi populaire soit-il, techniquement supérieur soit-il, ne tient que sur une seule chose, la confiance de la communauté. Si tu perds cette confiance, tu peux avoir le meilleur code du monde, les gens iront ailleurs. Et pendant ce temps, côté technique, il se passait un truc énorme. L'équipe React travaillait depuis des mois sur ce qu'ils appelaient Fiber, une réécriture complète de l'algorithme interne de React, le moteur, le cœur. Eh bien, ils l'ont réécrit de zéro. Mais, et c'est là que c'est impressionnant, ils ont fait cette réécriture sans changer l'API publique. Pour les développeurs qui utilisaient React, rien ne changeait. Même syntaxe, même concept, même composant. Mais sous le capot, tout était plus nouveau, plus rapide, plus flexible, plus puissant. En gros, c'est comme changer le moteur d'une voiture pendant qu'elle roule sans que le conducteur sente quoi que ce soit. C'est un exploit technique. Donc en septembre 2017, le même mois que le changement de licence, React 16 basé sur Fiber est sorti. C'est donc deux événements majeurs en même temps qui ont permis à React de repartir plus fort que jamais. Aujourd'hui, on est en 2026, React a 13 ans. Et quand tu prends du recul, le bilan est vertigineux. React, c'est la librairie front-end la plus utilisée au monde. C'est un écosystème avec des centaines de librairies tierces, des dizaines de frameworks construits dessus,
Next.js, Remix, Gatsby, etc. C'est des millions de développeurs dans le monde qui ont construit leur carrière entière sur React, dont moi. En tout cas, j'ai commencé par ça. C'est des gens qui ont été embauchés parce qu'ils savaient écrire des composants en React. C'est des entreprises qui ont été fondées, qui ont fait des millions sur du React. C'est des produits qui généraient des milliards et qui tournaient sur React. Donc l'impact de React va bien au-delà de React lui-même. Maintenant, regardons les autres frameworks, Vue.js, Angular, Svelte, Solid.js, etc. Ils utilisent tous l'approche par composants. Et avant React, les composants, c'était une idée parmi d'autres. Après React, c'est devenu le standard. Tout le monde construit par composants. C'est React qui a démocratisé ça. Le Virtual DOM, lui, même s'il est parfois critiqué, même si des frameworks comme Svelte ont choisi une approche différente, le Virtual DOM a redéfini la conversation. Les alternatives qui existent aujourd'hui, la compilation de Svelte, les signaux de Solid.js, elles existent en réponse au Virtual DOM. Elles n'existeraient tout simplement pas sans React. Aussi, la programmation fonctionnelle, en tout cas dans le développement web, c'était un truc vraiment niche en 2013. Mais aujourd'hui, c'est un mainstream. Les fonctions pures, l'immutabilité, les hooks, tout ça vient directement de l'influence de React. Jordan Walke était un passionné d'OCaml. Et ses idées fonctionnelles imprègnent maintenant tout l'écosystème du développement web. React a continué d'évoluer. En 2019, les hooks ont changé la façon d'écrire les composants. Les serveurs components aujourd'hui repoussent les limites et les frontières entre le back et le front. Le concurrent mode rend les interfaces plus fluides. Mais le truc le plus important dans cette histoire, et j'y reviens parce que c'est ça qui compte vraiment et pas forcément la techno en elle-même, c'est l'humain. C'est l'histoire d'un développeur, Jordan Walke, frustré par son quotidien, qui a eu une idée que tout le monde rejetait. Et au lieu de lâcher l'affaire, il a continué. Il a codé seul, il a convaincu une personne, Tom Ochino donc, puis deux, puis une petite équipe, puis la communauté open source, puis des entreprises comme Netflix. Aujourd'hui, quand tu ouvres Instagram, tu utilises l'idée de Jordan. Quand tu regardes Netflix, tu utilises l'idée de Jordan. Quand tu réserves un Airbnb, quand tu scrolles sur Twitter, quand tu utilises WhatsApp Web, quand tu utilises des dizaines de sites et d'applications dont tu ne soupçonnes même pas. Et c'est peut-être ça la vraie leçon de toute cette histoire. Les meilleures idées ne sont pas celles qui font l'unanimité depuis le début, ce sont en fait celles qui survivent au rejet. Alors si tu as un outil, un projet, un side project, une idée que les gens autour de toi trouvent bizarre, que tes collègues ne comprennent pas, que personne ne t'encourage, c'est peut-être un signe que tu n'as pas tort. C'est peut-être un signe que tu es juste en avance. Jordan Walke, en tout cas, lui, était en avance et il a changé la façon dont on construit le web aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, lâche un like, ça m'aide énormément pour la chaîne, surtout comme tu peux le voir que je suis à mes débuts. Dis-moi en commentaire quelle partie de l'histoire t'a le plus plu. Et abonne-toi si tu veux plus d'histoires comme celle-ci, parce que des histoires de projets qui ont failli mourir avant de changer de monde, il y en a plein, et je vais toutes te les raconter.